Il va falloir un petit peu d'indulgence parce que c'est la première fois qu'on teste, l'outil, Teams Event. Bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, mais voilà, je voulais quand même le préciser. Donc bienvenue à toutes, et à tous. Moi, c'est Célia Colombier. Je suis chargée de mission au réseau Île-de-France Santé Environnement, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est un réseau qui est piloté par l'Observatoire régional de santé, qui est, le département santé de l'Institut Paris Région. L'objectif central du réseau, c'est de rassembler les acteurs de la santé et de l'environnement pour diversifier et intensifier leur collaboration. Et parmi nos activités, on organise un certain nombre d'événements et notamment des webinaires. Notre rendez-vous aujourd'hui vient clôturer une collection de webinaires qui s'appelle Vivre avec le changement climatique, les territoires s'engagent. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des webinaires en replay sur le site ISE. Je vais vous le partager dans la conversation. Alors cet épisode, il est un petit peu particulier parce que je l'organise avec une adhérente du réseau, Mireille Perronnet, donc, qui est à l'écran, qui est docteur en pharmacie, après avoir réalisé une thèse en neurosciences. Elle est aussi autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Prévenir Alzheimer. Elle est désormais pigiste également pour la presse médicale et pharmaceutique, donc par exemple le quotidien du pharmacien ou le quotidien du médecin. Et puis, je soulignerai que c'est une membre très active du réseau. Donc, j'en profite pour la remercier. Et donc, avant de te laisser la parole, Mireille, je vais vous donner quelques informations techniques. Le webinaire, il va se découper en deux. Donc, il y aura une première partie de présentation avec nos intervenants, durant laquelle vous pourrez poser des questions en cliquant sur Q&A. Elles seront ensuite relayées aux intervenants. Il est possible que certains d'entre vous n'aient pas l'icône Q&A et dans ce cas-là, vous pouvez poser vos questions dans Conversation, donc l'onglet Conversation qui est normalement en haut sur la barre en haut, l'onglet conversation est plutôt privilégié pour partager des ressources et des informations. Et dans un second temps, les intervenants répondront à vos questions, rebondiront sur vos commentaires. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, nous déposerons une foire aux questions sur le site du réseau, sur l'article dédié au webinaire. Sur le site, je termine, sur le site ISE, il y a aussi un document avec des ressources sur le sujet qu'on mettra également à jour après le webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et je cède la parole à Mireille Perronnet. Bonjour, très heureuse d'avoir préparé ce webinaire avec toi, Célia, d'autant plus que c'est la première fois que le réseau aborde des enjeux en santé mentale. Alors, l'éco-anxiété, c'est un terme assez récent qui affecterait un très grand nombre de personnes, environ de l'ordre de 2,5 millions. Et ça en fait évidemment une problématique émergente. Et les phénomènes climatiques allant s'accroissant et s'intensifiant, elles pourraient devenir un problème de santé publique. C'est pourquoi il est important de repérer l'éco-anxiété, de donner les moyens de l'apprivoiser et au final de la transformer. Et c'est cet ensemble de ce processus que les invités de ce webinaire, chacun avec leur angle de vue, vont nous permettre de parcourir. Alors, un grand merci à eux pour le partage de leur expertise. Et en tout premier, j'ai plaisir à présenter notre première invitée, qui est Corinne de Berny. Corinne est géographe urbaniste à l'Institut Paris Région. Vous avez participé à l'exploitation du baromètre 2022. Alors, le baromètre 2022, c'est un outil très performant, publié chaque année par l'Institut Paris Région et qui est mis à disposition du public sur son site. Il comprend un volet barométrique embrassant différentes thématiques, par exemple le logement, le travail, le transport, les préoccupations des franciliens, et puis un volet thématique qui change tous les ans. Et là, en 2022, la thématique a porté sur franciliens et le changement climatique, en se focalisant ensuite sur les jeunes franciliens et le changement climatique. Les données ont été produites à partir de questionnaires avec des questions ciblées qui ont fait l'objet de travaux statistiques, mais aussi d'entretiens. Et on va voir que ces entretiens, en fin de compte, à l'intérieur desquels il s'est dit beaucoup de choses.
Donc voilà, je vous montre ici le baromètre. Et afin de mieux connaître, en fin de compte, le positionnement cette fois-ci des étudiants franciliens vis-à-vis de cette question, vous avez rédigé un focus sur les étudiants et le changement climatique à la demande de la région. Et voilà, ça a pris la forme d'une note rapide. Donc voilà, c'est à vous, Corinne. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation, donc qui nous permet de valoriser les travaux menés. Alors là, je cherche à mettre à partager le PowerPoint que j'ai préparé, mais là que je ne retrouve plus. Bien sûr, quand on en a besoin, on l'a plus. Voilà, je crois que là, ça va être bon. Donc, comme le disait Mireille, c'est un baromètre qui est donc qui repose sur une enquête par questionnaire. Excusez-moi, Corinne, je t'interromps parce qu'on voit pas ton PowerPoint. Ah, c'est bon. C'est bon là? Oui, OK. c'est parfait. C'est bon. Voilà. Pardon. Donc une enquête, comme disait Mireille, menée par questionnaire qui a été réalisée en juillet 2022 auprès d'un échantillon représentatif de la population d'Île-de-France âgée de 18 à 75 ans. Et donc, dans cette édition, les jeunes ont été suréchantillonnés et ont fait l'objet aussi d'une trentaine d'entretiens. Alors, ce que le baromètre révèle, c'est que le changement climatique constitue un sujet majeur d'inquiétude chez les Franciliens, puisque en 2022, 27% d'entre eux ont placé le changement climatique au premier ou au deuxième rang de leurs préoccupations, soit 7 points de plus que ce qu'on observait en 2021. Alors, il est vrai que ces réponses ont été formulées au début d'un été particulièrement chaud et déjà ponctué de grands feux de forêt. Mais donc, ça témoigne bien de la montée en puissance de cette préoccupation qui est désormais en deuxième position, juste derrière l'amélioration du pouvoir d'achat. Parmi les franciliens, ce sont les jeunes qui sont les plus inquiets et singulièrement les jeunes étudiants, puisque 40% d'entre eux placent cette préoccupation en premier ou deuxième rang. Donc, beaucoup plus encore que la moyenne des franciliens. Et c'est aussi la plus grosse crainte qu'expriment les jeunes parmi toutes les propositions du questionnaire, soit directement, soit indirectement, puisque les catastrophes naturelles, inondations, méga incendies, etc., qui sont consécutives à ce changement climatique, se placent en deuxième position de leurs craintes les plus fortes. Lors des entretiens réalisés auprès des jeunes, on s'est aperçu que cette appréhension confinait parfois à l'anxiété pour une partie d'entre eux, comme en témoignent les citations qu'on a réunies ici. Je me demande comment vont faire les générations futures. Ça m'angoisse. Il va y avoir des morts, des guerres. Je suis très pessimiste pour le futur. Une appréhension qui se traduit pour une partie des jeunes par un renoncement à avoir des enfants. Je ne sais pas si c'est responsable d'avoir des enfants aujourd'hui ou si ça ne change pas, je ne me vois pas avoir des enfants. Autre résultat intéressant du baromètre, c'est que 42% des franciliens ne s'estiment pas suffisamment informés sur le changement climatique et c'est même 47% chez les franciliens âgés de 18 à 34 ans. On a une très forte majorité de franciliens qui sont d'accord avec les causes, enfin, le fait que le changement climatique soit dû aux activités humaine, donc en phase avec l'état de la science sur la question. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale à noter, et c'est encore plus fort chez les jeunes, puisque 53% d'entre eux sont tout à fait d'accord avec l'origine humaine du changement climatique. Et on voit aussi que les franciliens qui sont les plus préoccupés sont aussi les plus convaincus de l'origine humaine de ce changement climatique.
On constate aussi que le changement climatique représente une forte charge qui pèse sur les individus, puisque 39% des Franciliens considèrent que l'acteur qui serait le plus efficace, eh bien, c'est chacun d'entre nous, et 27% derrière les États. Mais on observe là sur ce graphique un net décalage en fait entre ces deux acteurs qui sont considérés comme les plus impactants et ceux qui sont considérés comme les plus actifs. Alors que les individus et les États sont les plus souvent plébiscités comme acteurs les plus efficaces, ils sont beaucoup moins cités parmi les acteurs qui agissent le plus. Enfin, on a observé que les jeunes donc, sont très souvent prêts à en faire plus à titre individuel dans leur comportement pour agir contre ce changement climatique, mais avec tout de même une marge de manœuvre relativement étroite, et on a pu identifier deux principaux freins au changement de leur comportement. D'abord, le pouvoir d'achat, notamment pour les achats de produits alimentaires ou en circuit court ou de vêtements qui sont réputés plus chers que les autres, mais aussi malheureusement pour le choix des transports, des moyens de transport, hein, puisque plusieurs jeunes finalement nous ont dit opter pour l'avion au détriment du train en raison de son coût. Et on voit chez certains d'entre eux, on perçoit un sentiment d'impuissance, voire d'injustice qui est parfois exprimé, euh, dans le sens où on laisserait agir les plus grands pollueurs tout en culpabilisant les autres. Et enfin, et le deuxième frein est l'envie de profiter de la société de consommation. Hein. Certains jeunes disent avoir envie de profiter de leur jeunesse. Au final, on a pu identifier 6 profils de jeunes. Les jeunes engagés, sobres, par choix, investis dans la lutte, qui représentent 30% des jeunes. Les consommateurs avertis, qui sont conscients du changement climatique et pourraient facilement en faire plus. Cela représente 18% des jeunes. Les contraints, souvent des périurbains qui dépendent encore beaucoup de la voiture, qui représentent 20% des jeunes. Les économes, sobres par obligation en quelque sorte, représentent 13% des jeunes. Les sceptiques, pour qui le changement climatique n'est pas une priorité, représentent 14% des jeunes. Et enfin, on a un dernier groupe qu'on a nommé les non concernés, qui sont favorables au laisser-faire, qui pensent que l'humanité s'adaptera. Et donc représentent 5% des jeunes. Alors, ces différents groupes ont des profils un peu différents, bien sûr. Parmi les jeunes engagés, on s'aperçoit que c'est un profil qui est présent dans tous les territoires et tous les groupes sociaux, avec une surreprésentation des femmes et des diplômés du supérieur. Parmi les consommateurs avertis, donc ceux qui pourraient facilement en faire plus, on observe une surreprésentation des Parisiens et des hommes, et c'est un public qui semble avoir un pouvoir d'achat relativement important. Les jeunes contraints, donc, dont on a vu qu'ils étaient plutôt périurbains, là, on a là un profil un peu plus populaire, avec des jeunes qui sont un peu plus âgés et qui ont déjà fondé une famille et qui vivent donc généralement en grande couronne. Parmi les économes, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes avec un pouvoir d'achat limité et une surreprésentation de locataires du parc social. Parmi les sceptiques, on a encore une fois une légère surreprésentation des hommes et malheureusement des étudiants aussi. Beaucoup vivent en maison. Et enfin, les non concernés se recrutent principalement parmi les plus jeunes franciliens, notamment ceux qui vivent encore chez leurs parents.
Voilà, je vous remercie de votre attention et donc là, ce sont les 2 publications dont Mireille, parlait tout à l'heure. Merci beaucoup Corinne, c'était très intéressant et puis, cette présentation a été servie par une très, très belle, iconographie. Merci. Bah, avec cette proposition de profil, on peut dire que le décor est planté. J'ai retenu, le besoin de connaissance et puis, les mots de charge sur le mental, sur des mots d'angoisse, des mots de peur et aussi un peu en subliminaire, la présence de dissonance cognitive. En tous les cas, le mot éco-anxiété n'a jamais été prononcé, tel quel, mais il y a beaucoup de notions, qui ont été énoncées et qui se rattachent à sa définition. Mmh. Pour cerner justement, tenter de définir l'éco-anxiété, ben, c'est ce que notre prochain invité va réaliser pour nous. J'ai beaucoup de plaisir à accueillir, professeur Antoine Pellissolo, qui est professeur de psychiatrie, et chef de service au CHU Henri Mondor Albert Chenevier et Université Paris-Est Créteil et chercheur à l'Institut Mondor, de recherche biomédicale à la tête d'une équipe, INSERM. Vous êtes, coauteur avec, Célie Mancini du livre paru en 2021, Les émotions du changement climatique. Alors, Célie Mancini était à ce moment-là votre interne et elle a soutenu, sa thèse sur le sujet. C'était une première thèse de médecine sur le sujet de l'éco-anxiété et vous avez choisi ce terme d'émotion et venant de vous, professeur de psychiatrie, cela est plein de sens. C'est, sur cet angle des émotions que vous, définirez pour nous ce qu'est l'éco-anxiété. Un terme somme toute assez ambigu, parce qu'il ne s'agit pas, d'anxiété caractérisée, mais un ensemble de troubles qui, s'ils ne sont pas pris en charge, si on ne fait rien, peuvent devenir de l'anxiété, de la dépression, d'autres pathologies. Alors, début mai, j'ai eu le plaisir d'écouter une conférence que vous donniez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, heu, où justement vous dessiniez les contours, des personnes éco-anxieuses. Dans le public, il se trouve une majorité de psychiatres, confirmés ou en études, internes en psychiatrie et tous étaient d'ailleurs très, très contents que vous soyez chez eux et tous étaient, très, très attentifs, sans doute parce que dans les consultations sont apparues justement ces émotions de patients éco-anxieux. Donc tous étaient très attentifs à la façon de repérer les troubles et de les distinguer avec d'autres manifestations liées au changement climatique telles que la solastalgie ou la collapsologie. En fait, il est un fait qu'il y a beaucoup d'éco-anxieux qui s'ignorent, d'où la question des risques encourus en l'absence de prise en charge, ce qui souligne l'importance de repérer. Et enfin, vous nous parlerez de quels remèdes vous proposez à vos patients. Je dis «remèdes» entre guillemets, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas une simple gélule, contre l'éco-anxiété, mais bien au contraire, il y aura bien loin de ça, vous proposez un suivi adapté, personnalisé, où le meilleur remède, c'est l'action. C'est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour cette introduction. Je suis ravi d'être avec vous. Alors moi aussi, je vais donc faire l'exercice du partage d'écran. J'espère qu'il va bien se passer. Ça va arriver. Donc, comme vous l'avez dit, je suis psychiatre et je suis venu à ce sujet-là par deux biais. D'abord, mon activité clinique qui concerne l'anxiété depuis longtemps. En fait, c'est un de mes sujets d'intérêt depuis longtemps. Est-ce que vous avez bien la diapo, juste pour vérifier? On ne voit pas en plein écran par contre. On voit bien Alors, votre d'accord. Alors, moi, je l'ai mis en plein écran, mais je vais peut-être refaire autrement. Désolé. Est-ce que c'est mieux comme ça? pas encore. Voilà. Je pense qu'il faut juste que vous lanciez le diaporama à M. Plisson. Moi, je l'ai lancé, donc c'est bizarre.
Ah super. Ça passe? Oui, oui, c'est OK, super, c'est en plein écran là, merci. Bon, mais c'était un peu long. Et c'est la diapo d'entrée? Oui, 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 avec l'ours. D'accord. Hop, je vais passer les suivantes. Je ne vois pas bien. Désolé hein, pour ces problèmes de réglage. Ouais, c'est ça. Alors, je disais, donc, mon activité clinique donc, sur l'anxiété depuis longtemps, et puis la question de l'environnement et de la santé mentale. Il se trouve que dans l'équipe dans laquelle je travaille à Raymond d'Or à Créteil, nous avons une équipe de recherche qui est vraiment axée sur la question des liens entre l'environnement et la santé mentale, dirigée par le professeur Chouroff en particulier, qui en fait travaille sur tous les aspects, en gros, des effets directs, on peut dire, de la température, de la pollution, de la vie urbaine en général, parce que c'est souvent le point le plus marquant, comme facteur de risque des troubles de santé mentale. Donc là, ce n'est pas le sujet que je vais développer aujourd'hui, mais c'est quand même un élément de contexte assez important, parce qu'on sait que malheureusement, la vie en ville et tous ses avatars pardon, et les changements qu'on perçoit déjà et qui vont s'amplifier autour donc des températures, hein, tout simplement l'augmentation de la température, les périodes de canicule, les périodes de sécheresse aussi qui en découlent, et la pollution atmosphérique, notamment des particules fines, provoquent des effets délétères sur la santé mentale pour plein de raisons sûrement complexes, sur lesquelles je ne vais pas développer, mais en tout cas qui créent des questions. Et puis, la question des effets indirects, évidemment, vient avec ce constat de préoccupation qui sont nouvelles hein, au cours des dernières années, même si elles s'amplifient, et qui posent beaucoup de questions en fait nouvelles sur lesquelles moi j'ai évidemment aucune certitude, et je vais juste faire des propositions de qu'est-ce qu'il y a comme lien entre les changements climatiques, l'avenir de l'environnement et la santé mentale de toutes et tous. Alors, juste une diapo pour illustrer la question des effets directs, par exemple de la température. C'est une étude française qui résume un petit peu les choses, puisqu'on voit une corrélation qui est, alors qui n'est pas forcément très élevée, mais qui est très significative entre la température ambiante, donc relevée sur plusieurs années de recul, et le risque de suicide, donc de passage à l'acte suicidaire, et de suicide en l'occurrence abouti malheureusement sur une période donnée. Donc, difficile à expliquer évidemment par des mécanismes particuliers, mais qui quand même soulève la question de cet impact sur probablement le cerveau et les comportements. À côté de ça, ce qu'on connaît aujourd'hui comme constat d'augmentation des températures, là vous citiez l'année dernière, donc ça c'est une courbe, enfin c'est une carte de l'année dernière justement, d'un 12 juillet, si je ne me trompe pas, non, 18 juillet, où on avait un record de chaleur, par exemple à Nantes, dans une région qui n'est pas forcément au départ connue pour ses canicules et qui voilà, manifestait un record de chaleur de 42 degrés à cette période. Et on en a maintenant très régulièrement. Donc ça, c'est le constat évidemment de notre environnement. Et donc la question, c'est quel retentissement psychologique, alors là au sens plutôt de la prise de conscience, de la réflexion sur la situation que vous avez déjà abordé dans la première présentation, Madame de Berny, qui concerne l'anxiété, mais plein d'autres termes, on peut appeler ça des mots nouveaux dans tous les sens du terme, dont l'éco-anxiété, mais également d'autres qui sont autour de cela, la solastalgie en effet, la question du collapse et de sa perception par certains, de perception d'un effondrement général systémique, l'effet sur les personnes elles-mêmes, notamment sur les personnes les plus impliquées, les militants qui décrivent un burn-out militant, je pense qu'on y reviendra aussi un peu plus tard, le deuil écologique, et puis les notions un peu plus larges, anthropocène, effondrement, de survivalisme. Enfin, vraiment, j'ai mis plein de termes qui sont apparus dans le langage courant, enfin en tout cas dans les mots utilisés, et dont on ne sait pas très bien d'ailleurs quelle est la définition exacte. Il n'y a pas en général pour l'instant de consensus absolu sur tous ces phénomènes, en dehors du fait qu'ils sont croissants. Et donc là, j'ai juste repris la courbe des publications dans la presse écrite en France sur les 10 dernières, enfin même moins de 10 années. On voit une très forte augmentation, puisque le terme n'était quasiment pas utilisé jusqu'aux années 2018. Et on en est aujourd'hui à encore plus.
Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'éco-anxiété? C'est déjà d'une manière très, on va dire en première approche, un malaise psychologique de degré variable, caractérisé par l'appréhension d'une menace plus ou moins éloignée dans le temps, pardon, dans le futur ou bon, associé à une perception d'une catastrophe écologique à venir. Et beaucoup de choses étant incertaines, et les certitudes en elles-mêmes, de toute façon, génèrent de l'anxiété, on le sait en général, avec cette perception de quelque chose de difficilement prévisible et en tout cas de peu contrôlable. Donc, état de malaise au sens d'une détresse, alors évidemment qui comporte de l'anxiété, on va voir, mais d'autres choses. L'anxiété, c'est l'appréhension d'un danger, et on est vraiment là-dessus. Et quel est le parcours ou le vécu des personnes qui décrivent cette anxiété? C'est souvent après une triple confrontation, d'une part aux événements climatiques dont on a déjà un petit peu parlé, les pics de chaleur ou les vrais événements climatiques extrêmes, les inondations, les feux de forêt, les méga-feux, etc. Et toutes les conséquences pour les êtres vivants dans ces régions, qui sont des régions qui se rapprochent de plus en plus de nous, hein, évidemment, puisqu'il y en a maintenant sur notre territoire. Et puis, toutes les conséquences bon, pour l'environnement lui-même. La deuxième confrontation, c'est avec les données scientifiques, c'est-à-dire celles qui sont issues de la science, des constats qui sont faits et des prévisions qui sont faites, donc les fameux rapports, un rapport du GIEC ou autres. Et ce sont souvent des personnes qui vont chercher l'information, qui les reçoivent par les canaux de communication, mais qui vont aussi les chercher pour essayer de comprendre, essayer de se rassurer d'une certaine manière, mais au final, c'est pas ça qu'il advient, c'est pas une réassurance, c'est plutôt une forte inquiétude, évidemment. Et puis, je dirais que la troisième confrontation, c'est à l'attitude des autres. Il y a toujours cette notion de désespérance souvent qui vient de la confrontation à des attitudes souvent considérées comme de non prise en compte, de non-action, de déni évidemment, comme il y a eu lieu pendant longtemps autour du climato-scepticisme, alors qui n'est moins porteur, on va dire, aujourd'hui, mais qui probablement reste quand même à l'œuvre dans une certaines parties de la population en tout cas. Donc c'est la confrontation à ces trois éléments qui font une espèce de choc émotionnel, plus ou moins violent, plus ou moins intense selon les personnes. Donc on peut se demander, oui, ça c'est la confrontation avec le déni possible, avec un peu d'humour, c'est toujours mieux. Et donc, en effet, on a essayé de parler avec ma co-autrice, en effet, Célia Massini, de cette question de perturbation émotionnelle, parce qu'on voit bien qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de l'appréhension, mais il y a aussi d'autres volets qui sont des émotions négatives aussi, évidemment, douloureuses, de tristesse, de peine, qui s'apparentent plutôt à ce qu'on voit dans les dépressions jusqu'à un certain point, donc plutôt sous forme du découragement, d'une forme de détresse sous forme de tristesse. Le vécu de culpabilité, voire de honte, hein, qui tourne autour de la responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je ne fais pas bien comme il faut? Une forme de frustration, d'impuissance parce qu'on ne sait pas comment agir. Et puis, ça va souvent vers une direction de ressentiment, voire de colère envers les autres, entre guillemets. Donc ça dépend des personnes, mais ça peut être les pouvoirs publics, évidemment, les industriels, les politiques, ou des personnes plus proches de soi, voilà, dans les constats qu'on peut faire sur des non-actions ou en tout cas une non prise en compte. Donc ça, c'est les dérèglements des émotions qui souvent, comme dans plein de problématiques humaines, vont se décliner sous forme de quelque chose qui se ressemble plus à des symptômes à un moment donné. Et les consultations, donc moi j'ai commencé à faire il y a quelques années, en fait, de manière un peu comme ça, non préparée, c'est-à-dire avec des personnes qui venaient pour d'autres raisons et qui parlaient de ces sujets-là, et puis maintenant de plus en plus qui parfois viennent vraiment avec ça comme problématique principale, vont avoir des symptômes, on peut dire, qui sont des débuts de complications de ces dérèglements émotionnels, alors sous forme d'inquiétudes plus récurrentes, quasi obsédantes dans certains cas, avec cette histoire de pessimisme un petit peu permanent, des troubles de la concentration, de l'attention, parce qu'on est envahi par ces préoccupations. On a une perte de motivation parfois lorsque ça envahit, en effet, là aussi, toute la motivation et l'envie de faire les choses, l'énergie vitale, les troubles du sommeil, parce qu'on a des obsessions, parce qu'on est réveillé par des angoisses, des préoccupations alimentaires qui peuvent être découlées de ces troubles émotionnels, et puis aussi de la pression de devoir modifier un certain nombre de ces comportements. On sait que bon, l'alimentation joue un rôle via l'agriculture, via les modes de consommation, sur le réchauffement climatique, hein, in fine. Donc, une réduction de la consommation de viande, par exemple, ou des régimes beaucoup plus
plus importants qui peuvent créer dans certains cas un certain nombre de dérèglements. Et puis, globalement, l'impression d'une perte de sens qui atteint aussi on va dire, à des questions assez existentielles. Donc, l'analogie qu'on peut essayer de faire, c'est entre le dérèglement climatique autour de soi et le dérèglement à l'intérieur de soi, qui n'est pas juste une augmentation de telle ou telle émotion, mais qui est plutôt une forme de désordre, d'instabilité. Et on sait que cette instabilité peut conduire à des souffrances plus fortes pour des personnes probablement un peu plus fragiles que d'autres. Et souvent, moi, je trouvais aussi une certaine analogie entre la douleur morale qui est ressentie par ces personnes qui souffrent un peu par empathie, un peu avec ce qu'elles constatent dans leur environnement, avec la terre, on peut dire, la nature. Donc, une espèce de crainte psychosomatique, hypochondriaque qui vient de la souffrance ressentie dans la nature. Alors, la question qu'on nous pose souvent, et c'est vrai qu'ils doivent poser, puisque moi je suis avant tout clinicien et médecin, c'est est-ce que c'est une maladie à part entière? Alors clairement, je pense que toutes les personnes pour l'instant qui travaillent sur la question disent que non, et en tout cas, il n'y a pas de définition d'un syndrome psychiatrique qui serait l'éco-anxiété en elle-même, parce que déjà, d'une part, d'une part, c'est trop nouveau pour avoir des certitudes, mais clairement, le fait de s'inquiéter pour quelque chose qui est une réelle menace, théorie qui est maintenant consensuelle, n'est absolument pas anormal, c'est même plutôt une réaction normale d'adaptation à une réalité réellement inquiétante. Donc, pas de problème là-dessus, le sujet lui-même n'est pas anormal de s'inquiéter et au contraire, c'est un sujet de mobilisation de la personne, éventuellement d'alerte pour la communauté, comme toutes les réactions de peur. Avoir peur d'une menace réelle comme, ponctuellement de se faire attaquer par un animal sauvage ou de tomber dans un trou, c'est pas une maladie, c'est une réaction tout à fait adaptée. Certaines émotions peuvent, malheureusement, quand elles sont durables et puissantes, provoquer des fragilités, voire des troubles. Et donc, c'est là qu'éventuellement, on peut intervenir en se disant, bon, bah, alors, encore une fois, le phénomène est récent, donc surtout, il faut rester assez humble sur toutes ces notions, mais on sait qu'il peut y avoir des troubles qui sont consécutifs à une perturbation émotionnelle quand elle dure. Donc, c'est souvent dans le registre des troubles anxieux et de la dépression, donc sur lequel je vais revenir un peu. Ça peut être aussi pour certains, puisque parfois on le voit, des dérives, enfin le point de départ de d'autres formes de dérives qui sont dans d'autres catégories parfois de troubles psychiques. Mais bon, les principaux diagnostics qu'on envisage et que souvent on peut être amené, nous, à poser quand on voit des personnes qui sont en grande souffrance au point de consulter, hein, donc d'avoir une demande d'aide, c'est ce qu'on appelle dans nos classifications, alors je suis désolé pour les non-médecins, je pense que c'est en majorité le public présent aujourd'hui, des troubles de l'adaptation, des états dépressifs ou des troubles anxieux, je ne vais pas détailler, mais qu'on appelle de l'anxiété généralisée, le TAG, le trouble panique, le trouble obsessionnel compulsif, le TOC, et les états de stress post-traumatique qui suivent par exemple la confrontation soit personnellement avec une catastrophe vraiment forte ou avec une forme d'empathie ou d'avoir assisté à ce type de mise en danger d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur ces pathologies, enfin sur ces possibles pathologies et la frontière entre ce qui est vécu, décrit dans la population générale, comme ça a été montré dans la première présentation, et la clinique, la possible pathologie, ben, on ne connaît pas grand-chose. C'est là, encore une fois, qu'il faut être un petit peu prudent. On a des observations cliniques comme ça auprès de nos patients, mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut s'appuyer sur des données. Et juste, j'ai répertorié en 3 grandes catégories, des éléments de sondage qui ressemblent un peu aux enquêtes qu'on a déjà vues, des études de recherche un peu plus construites, donc qualitatives ou psychométriques. Donc, je vais passer vite parce que c'est bon, voilà, c'est forcément des données un peu partielles, mais les enquêtes que Madame de Berny a proposées tout à l'heure, présentées, on en a d'autres dans d'autres régions, par exemple, dans d'autres pays, qui montrent qu'en effet, la population générale, et notamment les jeunes, se décrit comme préoccupés, voire très préoccupés pour une part, avec déjà des conséquences sur la santé mentale qui sont en tout cas déclarées par ces personnes. Bon, déclarées, ça endure quelques questions, ça ne veut pas dire qu'on a creusé un diagnostic en particulier, mais ça représente quand même pas loin d'un tiers de la population, ou même un tiers de la population de ces personnes qui disent que ça a un impact sur leur santé mentale au quotidien, plus ou moins forte. Et avec toujours cette question du désir d'enfant, le projet de parentalité qui, je trouve, impacte quand même, enfin qui a un impact sur probablement un reflet de la force de ces angoisses.
Donc ça, c'est une enquête mondiale avec une partie française sur laquelle je ne peux pas revenir parce qu'elles sont concordantes avec ce qu'on a déjà vu, que vous pouvez regarder dans les références. Alors, quel est le profil des personnes qui se déclarent très éco-anxieuses, on va dire, avec des niveaux jusqu'à un véritable handicap? Alors, au niveau mondial, on ne les retrouve pas que sous nos climats, malheureusement, mais aussi dans tous les pays, et notamment ceux qui sont exposés vraiment encore plus au niveau déjà d'un haut niveau de dérèglement climatique. Chez les personnes jeunes, c'est sûr, chez des personnes qui ont des fragilités anxieuses et dépressives, et celles qui sont les plus proches à la fois des informations et des préoccupations, notamment les étudiants, les professionnels du climat, les militants écologiques, de l'environnement, etc. Donc, qui ont évidemment à la fois un intérêt et sûrement une sensibilité particulière sur ces questions. Les études plus construites avec des instruments qui permettent d'évaluer les tenants, les aboutissants de ces questions et là aussi la frontière avec la pathologie. Je vous ai donné quelques références ici que je ne vais pas développer parce qu'elles sont éparses et puis il faudra les prendre une par une. Elles sont encore insuffisantes, je pense, pour tirer des conclusions, mais c'est juste pour vous dire, il y a une recherche qui est, vous voyez, c'est récent, hein, tout ça, c'est par 2022-2023. C'est vraiment en train de se développer. On ne peut pas en dire grand-chose aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet de plus en plus partagé. Et pour mesurer les phénomènes, on dispose maintenant d'échelles, de mesures. Il y en a beaucoup maintenant dans le monde. Certaines sont traduites en français. Et ça permet de chercher justement des corrélations, des liens avec d'autres phénomènes psychopathologiques. Et par exemple, avec ces outils-là, de manière un petit peu quantitative, on peut commencer à le faire maintenant, on peut faire des corrélations de l'éco-anxiété avec la dépression, avec des troubles du sommeil, avec ce que je vous ai listé tout à l'heure, un petit peu au plan individuel. Là, c'est au plan plutôt collectif sur des liens, des corrélations significatives avec la baisse de l'appétit, le sentiment de solitude, et tout un tas d'autres reflets de fragilité mentale. La question, je reviens sur ces questions de la pathologie parce que ça peut être une souffrance, mais est-ce que dans le fond, ça peut servir quand même à quelque chose d'être anxieux ou d'avoir une anxiété forte? Est-ce que ça pousse à agir? Est-ce que ça pousse à changer, à faire voilà, à s'investir dans certains changements? Et ça, c'est là aussi difficile à trancher. Je vous montre juste quelques informations qui montrent que les données sont un peu, on va dire, divergentes. Certaines études montrent que oui, quand on est éco-anxieux, on a plus d'envie de changer les choses, ce qui paraît assez trivial et assez cohérent, mais que par contre, il y a des études qui montrent plutôt que ça peut donner un handicap ou une forme d'inhibition à l'action. Et là aussi, on peut le comprendre comme étant lié à une entrée dans quelque chose de plus handicapant qui peut ressembler à une pathologie. Et donc, par exemple, il y a cette étude-là qui essaie de faire le lien entre l'éco-anxiété d'un côté et les comportements pro-environnementaux de l'autre, l'action, à nouveau. Donc, elle existe, ce rapport existe, ce lien existe, il y a une corrélation positive entre les deux, sauf pour une part de la population et pour lesquelles il peut y avoir au contraire un effet négatif de l'éco-anxiété qui inhibe. Et comme facteur explicatif, dans cette étude en tout cas, les auteurs mettent en lumière un phénomène qu'on appelle sentiment d'efficacité global, de quelque chose qui est lié plutôt à une perte de sentiment d'efficacité. Je ne me sens pas capable, je ne me sens pas efficace pour faire les choses. Et souvent, ça révèle une dimension dépressive sous-jacente, voire anxieuse très forte, qui peut donc s'expliquer éventuellement par une réalité de fragilité forte, syndrome anxieux, syndrome dépressif, qui se rajoute à l'éco-anxiété. D'où l'intérêt de distinguer un petit peu les deux, une éco-anxiété normale, on va dire, et une éco-anxiété dépassée, un peu pathologique, enfin qui deviendrait un facteur de risque pour des pathologies, qui appelle donc forcément dans ces cas-là une réponse. Et donc je vais terminer là-dessus rapidement. La réponse, en effet, quelle est peut-être, alors d'un côté, pour on va dire les intervenants peut-être que vous êtes pour certains d'entre vous, c'est-à-dire les institutions, les professionnels, alors de tous les champs, hein, du social, de l'environnement en général. Et donc, la réponse, évidemment, qui vient, et ça, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est qu'évidemment, il faut être à l'écoute de ces personnes. Alors, ça peut paraître banal, mais quand même, être à l'écoute, ça veut dire connaître le problème, y être sensibilisé, considérer que c'est important pour légitimer la parole des personnes qui veulent en parler. Et ça, quand je dis veut en parler, c'est-à-dire vont à la rencontre des institutions, dans les quartiers, dans les villes, par exemple, dans les associations, et donc avoir un espace d'écoute pour avoir un partage de ces émotions. Et on sait que c'est ça qui fait déjà beaucoup de bien de pouvoir partager ces émotions avec des gens qui les écoutent, qui peuvent pas forcément partager eux-mêmes les mêmes sentiments,
parce que ça peut être variable selon les personnes, mais qui peuvent en tout cas légitimer cette parole et en tenir compte. Tenir compte aussi du niveau de souffrance que ça peut comporter et essayer de trouver ensemble des solutions qui ne sont pas juste de gérer la situation qu'on ressent sur le moment, donc pas que l'émotion elle-même, mais plutôt ses causes et comment modifier le problème sous-jacent. Et puis le deuxième volet, c'est pour les professionnels du soin, où là, bon, évidemment, ça concerne les psychologues, les médecins, les psychiatres éventuellement, même s'il y a évidemment peu de psychiatres qui vont être impliqués directement. En première ligne en tout cas, c'est d'essayer de répondre à ce qu'on pourrait appeler l'éco-anxiété dépassée, pathologique, quand elle est trop forte et notamment lorsqu'elle s'accompagne de troubles anxio-dépressifs. Et là, on a des réponses classiques qui sont celles de la psychothérapie, parfois des traitements médicamenteux vraiment en extrême quand on a des dépressions graves, par exemple, ou des troubles anxieux sévères. Mais c'est surtout des réponses classiques d'accompagnement psychologique, psychothérapeutique, avec un premier point qui est celui d'essayer d'extraire un peu les personnes quand même de cette hyper-connexion à toutes les informations néfastes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni et s'en couper complètement, mais en tout cas, faire baisser la charge pour prendre soin de soi d'abord, pour se poser et ensuite retrouver ses ressources pour agir. Donc ça veut dire une étape d'acceptation pendant un certain temps, de traverser ses émotions et de travailler sur son propre bien-être, le partager avec les autres. Donc là, à nouveau, c'est là qu'on retombe sur les conseils de partage des émotions avec des personnes de confiance. Et puis, tous les outils qu'on connaît du bien-être sous différentes formes. Il y a des choses qui sont très validées, qui sont très pertinentes dans ces domaines-là. Je ne vais pas passer tout en vue, mais la méditation, la relaxation, l'activité physique, il y a toujours beaucoup de bienfaits. Et tout ça, si possible, en contact avec la nature, qui a des bienfaits en elle-même, et puis qui correspond en réalité avec les préoccupations de ces personnes. Donc, c'est ça dont elles ont besoin souvent pour se sentir en accord avec ces valeurs. Je vais passer sur cette donnée parce que je vois que le temps passe. Et pour conclure, c'est d'arriver avec une solution qui est de répondre à cette situation de forte lucidité sur la réalité, donc dans laquelle il n'est pas question de changer le point de vue, mais de changer en fait l'attitude qu'on peut avoir en rapport avec ce point de vue d'inquiétude et parfois de désespérance sur les situations d'avenir qui sont perçues, pour pouvoir accepter de vivre une vie différente en sachant qu'est-ce qui peut éventuellement arriver, mais sans se résigner et surtout en trouvant des pistes d'action. Donc, je passe sur toutes les étapes psychologiques que ça comporte. Oui, là aussi, je vais passer. Pour terminer là-dessus, parce que il y a l'accompagnement des personnes et puis il y a vraiment la prise en compte de ces problématiques dans l'espace social, on va dire, ou dans l'espace même socio-politique, puisque vous pouvez être aussi concerné par ces sujets. Et donc, 3 points importants. Proposer un débouché à cette anxiété, voire à la colère des personnes avec ces fameux liens d'écoute, ou en tout cas instruments d'écoute pour pouvoir donner des lieux d'action, enfin des lieux de possible mise en action, individuelle et collective. Intégrer ces questions dans la communication très générale ou dans la réflexion de tous les domaines qui sont impactés, l'éducation, la santé, les médias, etc. C'est vraiment très large. Et puis, trouver des relais, entre guillemets, thérapeutiques, aussi bien au plan individuel que des vecteurs de changement qu'on peut considérer comme du soin à la personne, mais qui passe par le soin de l'environnement, et tout ça faisant un ensemble qu'on appelle la santé globale, One Health, enfin ce qu'on a comme terme un petit peu à la mode, mais qui sont, je crois, pertinents dans ces outils-là. Pardon d'avoir été un peu long. Quelques références qu'on pourra aussi vous faire passer pour vous montrer la recherche quand même qui est assez active dans ce domaine, dans différentes dimensions. Donc des articles aussi récents qui font des synthèses, là, des travaux de recherche sur l'éco-anxiété, d'un point de vue un peu médical, on va dire, mais qui a beaucoup de liens avec beaucoup d'aspects sociaux, environnementaux, philosophiques parfois, etc. Et voilà, terminer avec l'ouvrage sur lequel on a essayé de résumer tous ces éléments-là qui portent sur les émotions, le dérèglement climatique et l'environnement d'une manière générale. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ton micro, Mireille. Merci beaucoup, Monsieur Pellissolo. Oui, c'était justement, je vous remerciais donc, professeur Pellissolo, de nous avoir donné tout cet ensemble d'éléments, tous très bien décrits. Du coup, on cerne un petit peu mieux ce qu'est l'éco-anxiété.
J'ai retenu qu'il y avait des fois des aspects très marqués, par exemple l'obsession, voilà. Cela nous fait envisager que ce sont des nouvelles souffrances et donc avec un réel besoin de prise en charge. Et justement, notre prochaine invité fait partie d'un collectif de thérapeutes qui sont confrontés de plus en plus à des patients éco-anxieux et qui ont décidé de se regrouper pour mieux les prendre en charge. Donc, j'accueille avec plaisir Hélène Jalin, qui est psychologue clinicienne, doctorante et enseignante à l'Université de Nantes et qui fait partie de l'association RAFU. RAFU, c'est l'acronyme de Réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Une association qui est d'une création récente et pluriprofessionnelle, regroupant des psychologues, des psychothérapeutes, des médecins, des coachs. Voilà. Et dans un futur proche, il y aura sans doute entre eux des échanges de pratiques. Et il y a une praticienne du réseau qui s'appelle Charline Schmeber qui a rédigé le petit guide de survie pour éco-anxieux. Et dans votre pratique, vous proposez un accompagnement individuel et collectif, quelque chose d'assez nouveau qui s'appelle le groupe thérapeutique. Et l'accompagnement peut se faire dans la nature, certains psychologues étant éco-psychologues. Et pour vous, la clé de l'accompagnement réside dans l'action. Et tous ceux que les émotions paralysent, vous tentez de libérer la paralysie en les emmenant vers le mouvement. Le mouvement, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien puisque vous étiez ingénieur environnement et vous avez effectué une reconversion en psychologue clinicienne. Vous êtes allée jusqu'à être enseignante et chercheuse. Le professeur Pellissolo parlait de cette recherche active. Donc vous menez des sujets d'études à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et votre centre de recherche, c'est justement le lien entre éco-anxiété et passage à l'action. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran partagé là? Oui, on voit très bien votre écran. Oui. J'en profite simplement, Madame Jalin, pour vous relayer quelques questions dans le chat auxquelles, à mon avis, vous pouvez déjà répondre. Il y a une question sur comment expliquer le passage à une éco-anxiété pathologique. Peut-être que vous avez des réponses et une des réponses, c'est à la seconde question, c'est l'association RAFU, mais la question est: y a-t-il un mouvement parmi les médecins, psychologues et psychiatres pour prendre la parole et s'engager dans la lutte contre les dérèglements climatiques eux-mêmes? Ok. Est-ce que vous voulez que je réponde aux questions maintenant ou je Comme vous le déroule et souhaitez. après, je pense que je vais aborder Déroule. ces points. Donc, C'est pour ça, oui. alors par contre, moi j'ai une difficulté, c'est que je vois pas, quand j'ai mon Teams, je vois pas l'écran de mon diaporama, donc je vais aller dessus, mais vous me voyez peut-être quand même. Et est-ce que Là, vous voyez en grand? oui, on Est-ce que voit en c'est bien? grand, c'est bon. Ok. Ah bah, c'est parti. Je voulais préciser, pour compléter la présentation que vous avez faite, préciser que je suis moi-même sujette à l'éco-anxiété depuis plusieurs années, que je me soigne et que je vis à peu près bien désormais, mais que je suis mon propre sujet d'étude aussi, ça aide à mieux comprendre le phénomène. Voilà, donc je suis là aujourd'hui parmi vous pour vous présenter le RAFU, qui est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique, pardon. Qui est un réseau qui est tout jeune, hein, mais qui existe depuis plusieurs années et qui s'est structuré officiellement, qui s'est créé en format associatif il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui réunit beaucoup de professionnels de différents horizons français, en tout cas. Et notre objectif commun, c'est de traiter les nouvelles souffrances issues de la dégradation planétaire, donc en particulier l'éco-anxiété et la solastalgie, en rassemblant des professionnels donc, de l'accompagnement qui sont eux-mêmes conscients de l'impact des phénomènes environnementaux sur la santé mentale. Et quand je dis conscient de cet impact, c'est conscient sur le plan intellectuel, conceptuel et aussi sur le plan émotionnel. Ça fait un peu toute la différence avec les personnes qui, en tout cas, ne positionnent pas le changement climatique comme la principale priorité. Voilà, on peut en parler si vous souhaitez. Donc, dans ce réseau, il y a des psychologues, mais il y a aussi des coachs, il y a aussi quelques médecins, des psychothérapeutes,
On a même quelques sophrologues, donc on est en train d'essayer de favoriser la cohésion entre toutes ces professions, et certains d'entre vous qui travaillent dans le domaine de la santé peuvent imaginer que c'est pas forcément facile de faire parler le même langage à toutes ces professions différentes. On essaie vraiment de travailler dans le respect des pratiques de chacun, et par contre, on va exiger de tous une posture réflexive. On n'entre pas comme ça dans le RAFU, on fait un dossier, on passe un entretien avec 2 membres du RAFU. On va notamment vérifier qu'il y a effectivement cette posture réflexive qui, chez les thérapeutes, va passer par une supervision, une intervision et puis une réflexion sur soi-même. L'autre deuxième objectif, c'est de protéger le vivant à travers le changement des consciences. Et donc ça, je vais peut-être en dire un peu plus ensuite. Donc, concernant les prises en charge, ce qu'on souhaite, c'est développer des approches qui soient créatives. Donc, le professeur Pelissolo, on a dit quelques mots, mais qui soient aussi complémentaires. Par exemple, il peut y avoir un intérêt à faire travailler des psychologues et des coachs ensemble, notamment quand on dit que le principal remède à l'éco-anxiété, c'est le passage à l'action, le lien avec les valeurs, etc. Donc, les coachs ont tout à fait leur place là-dedans. Et on travaille aussi dans des cadres qui sont très variés, donc soit en individuel dans le cabinet, jusqu'à l'immersion en nature, à travers notamment l'éco-psychologie. On a beaucoup de personnes parmi nous qui travaillent dans la nature. Et puis on est en individuel ou en groupe thérapeutique. Il y a vraiment un grand intérêt de travailler en groupe. Favoriser le lien à la nature, donc M. Pelissolo en a parlé, y compris dans le cadre de la prise en charge. On peut avoir des balades en nature avec le thérapeute, c'est tout à fait possible. Notre objectif, c'est évidemment de rendre visibles les professionnels du réseau auprès du grand public. Donc, on a mis en place sur un site qui est encore en construction, je précise, un annuaire des professionnels et ceux qui pratiquent en visio aussi, parce que c'est pas forcément toujours facile d'aller trouver un professionnel là où on habite. Et puis, on essaye de tisser du lien aussi avec d'autres réseaux mettant au cœur de leur démarche le soin face à l'urgence économique. Donc, par rapport à la question de la personne tout à l'heure, il existe un autre réseau côté médecin qui s'appelle la Santé Planétaire. Donc, on est en lien avec ce réseau, mais on est aussi en lien avec des réseaux d'accompagnateurs qui sont en Belgique, notamment en Suisse, donc qui se structurent aussi dans la même démarche que la nôtre. Concernant le changement des consciences, on a vraiment, dans ce réseau-là, on est tous vraiment très engagés dans l'environnement, dans l'écologie. On cherche à accroître les connaissances théoriques liées à ces nouvelles souffrances et ou malaises environnementaux. Et on propose des actions de sensibilisation du grand public, donc à travers des interventions comme celle d'aujourd'hui, par exemple. Former les professionnels de l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi. J'ai formé la semaine dernière un certain nombre de psychologues du réseau FTCCO, donc du Grand Ouest, à l'éco-anxiété. Et vraiment, ils m'ont dit qu'ils voyaient quand même de plus en plus arriver des patients éco-anxieux dans leur cabinet. Et donc, il y a toute une réflexion à avoir sur la manière dont on va adapter notamment les thérapies cognitives comportementales à ce type de patients. Par exemple, pour citer un exemple, la restructuration cognitive, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire le fait de re-questionner les pensées anxieuses, c'est quelque chose qui va être très contre-productif pour des patients éco-anxieux, puisque ça va les amener à penser que ce que le psychologue pense de leur situation et qu'ils réfléchissent de manière irrationnelle, par exemple. Ça va être très contre-productif. Un objectif transversal, c'est de favoriser le passage à l'action, puisque ça va à la fois aider le patient à aller mieux et à la fois permettre de changer les consciences et d'améliorer peut-être un peu la situation pour la planète. Donc, bon, je ne vais peut-être pas rester longtemps sur cette notion, mais effectivement, notre grand objectif, c'est de ne pas pathologiser par principe l'éco-anxiété. Le professeur Pelissolo l'a dit, l'anxiété climatique, elle n'est pas du tout irrationnelle. Par contre, vraiment, ce qu'on peut souligner, c'est qu'elle peut passer comme telle face au déni ambiant. C'est vraiment quelque chose qui est très, très présent chez les personnes éco-anxieuses, c'est qu'elles vont penser qu'elles ont un problème parce que leur entourage leur renvoie qu'elles ont vraiment un problème avec ça. Parce que leur entourage n'a peut-être pas envie de faire face à la réalité de la situation écologique. Et ce déni peut aussi tout à fait concerner le thérapeute. Et j'ai plusieurs personnes éco-anxieuses qui sont venues me voir en me disant « mais mon psy pense que j'ai un problème avec ma mère, par exemple ». Et ça, c'est pas du tout acceptable pour eux. Donc, on a des professionnels qui ne sont pas formés. Il n'existe, à ma connaissance, aucune formation, en tout cas des psychologues, qui est le domaine que je connais, à l'éco-anxiété, sauf dans la fac de Nantes, dans laquelle j'enseigne, puisque je dispense un enseignement de 4 heures sur le sujet, donc c'est encore assez réduit.
Et puis, quelque chose qui est à souligner, qu'on ne guérit pas de l'éco-anxiété, c'est un peu comme sortir de la matrice, hein, pour les références. Une fois qu'on a pris conscience psychologiquement, émotionnellement de la réalité des choses, eh bien, on ne peut pas faire abstraction de ça. Donc, on peut seulement apprendre à mieux vivre avec, et ça, c'est quelque chose aussi que les psychologues et les thérapeutes et les psychiatres doivent intégrer. On va, dans le cadre du RAFU, favoriser donc, les dispositifs de groupe. Alors ça, c'est pareil, M. Pissolo en a parlé, mais les personnes éco-anxieuses font face très souvent à l'incompréhension de leurs proches, qui vont juger que leur comportement, que leurs réactions sont excessives. Peut-être qu'elles sont juste à la hauteur de la gravité des enjeux. Et donc, ça peut parfois les amener à rentrer dans une conflictualité, une forme de solitude, et en tout cas, la perte d'un réseau qui était à la base un réseau de réconfort pour eux. Donc, ils perdent un peu leur base relationnelle et affective. Et ça, c'est très compliqué pour les personnes éco-anxieuses. Il y a également une reconfiguration des valeurs qui peut s'opérer, puisque la valeur écologie va prendre toute la place, en tout cas une place importante dans leur système de valeurs. Et il peut y avoir certaines de leurs activités traditionnelles, voire leurs emplois même, qui vont perdre du sens pour eux. La difficulté générationnelle, elle est constatée aussi, notamment chez les plus jeunes, hein, avec notamment chez les adolescents. Donc, c'est vraiment chez eux que j'ai vu ça le plus, une espèce d'inversion qui fait que c'est l'adolescent qui va faire des leçons de morale à ses parents sur la manière dont ils se comportent, sur le gigot du dimanche, sur les vacances en Corse en avion, etc. Et ça va générer aussi une incompréhension et une conflictualité. Alors, dans mes propres recherches, j'aurais tendance à pointer deux profils d'éco-anxieux, donc ça va peut-être alimenter et venir en complément de ce qu'a dit le professeur Pellissolo, mais par rapport au niveau d'anxiété, qui est quand même un sujet très investigué chez les chercheurs, vous voyez ici un graphique qui représente le niveau d'anxiété donc mesuré avec une échelle la GAD-7 chez un groupe de personnes éco-anxieuses. Et donc, vous voyez qu'il y a tous ceux qui sont à droite de ce graphique sont des personnes qui ont une base anxieuse. Et donc, ces personnes-là, de fait de leur base anxieuse, vont avoir les traits traditionnels des bases anxieuses, c'est-à-dire un biais de vigilance excessive. Leur attention va être attirée sur toute forme de danger et un biais de catastrophisme aussi, qui va les amener à penser que chaque événement négatif qui se passe va donner lieu à une catastrophe. Et donc là, l'éco-anxiété va venir maximiser une anxiété existante. Mais on a toute une partie aussi des éco-anxieux qui n'ont pas du tout cette base anxieuse, qui sont plutôt à des niveaux faibles, voire nuls d'anxiété, et qui vont plutôt se prendre en pleine figure, parfois de façon assez brutale, la prise de conscience, donc au détour d'une conférence, de la lecture d'un livre ou d'une discussion avec un ami, la réalité de changement climatique qui va passer sur l'émotion. Et donc, ça peut générer un stress intense à durée théoriquement limitée, puisque ces personnes-là n'ont pas une base anxieuse, mais qui peut s'étendre parfois sur plusieurs mois, plusieurs années. Et surtout, puisque la base de ces personnes-là n'est pas nécessairement l'anxiété, il va y avoir des manifestations émotionnelles qui sont plus variées, et notamment beaucoup de colère qui va se manifester et qui va grossir les rangs des militants et des soulèvements de la terre dont on parle en ce moment. Tout cela va être accentué par une urgence à agir, parce que les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmistes, et cette urgence à agir va tous les jours maximiser ces phénomènes psychologiques. Donc, on ne pathologise pas par principe l'éco-anxiété, mais il existe évidemment des formes d'éco-anxiété qui sont pathologiques. Et pour peut-être compléter ce que disait le professeur Pellissolo, on a un peu un continuum avec deux extrêmes. D'un côté, l'éco-paralysie, avec cette image du lapin figé dans les phares, qui est vraiment associé au sentiment d'impuissance, avec une stratégie d'évitement. Les personnes n'arrivent plus à se mobiliser pour leur propre projet, elles n'arrivent plus à se lever le matin. On peut avoir des phénomènes un peu dépressifs. Et de l'autre côté, eh bien, des personnes qui se mobilisent, mais beaucoup trop. Et ça, c'est associé vraiment au sentiment d'urgence à agir. On parle de burn-out du colibri. Et là, on rentre dans des stratégies de lutte quotidienne avec un débordement et une culpabilité dès qu'on ne fait pas quelque chose, par exemple. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, parce que je crois qu'on a beaucoup dépassé. Donc, je peux raccourcir, mais je n'ai pas mesuré. Donc, si quelqu'un peut me dire, en tout cas, je peux continuer en attendant. Oui, d'accord. Quelques minutes.
Oui. Dans les pratiques qui sont dispensées au sein du RAFU, on a vraiment toute une grande pluralité de pratiques. Alors, les TCC sont très utiles, mais notamment la troisième vague. Et dans cette troisième vague, en particulier la thérapie ACT, puisqu'on a vraiment une importance capitale des valeurs. On peut développer, donc c'est ce que je fais dans le groupe thérapeutique que j'anime, on peut même développer des modules d'habileté sociale. Comment répondre à votre grand-oncle au repas de Noël qui est climato-sceptique? Est-ce que ça vaut le coup de se battre avec la Terre entière? Voilà. On peut aussi utiliser des formes de thérapie existentielle parce que les personnes éco-anxieuses sont confrontées plutôt que la moyenne à l'idée de leur propre finitude, de la finitude du monde. L'éco-psychologie, j'en ai parlé. On va avoir aussi un développement des stratégies individuelles, donc centrées sur l'émotion. Professeur Pays-Dessous en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Centrées sur le problème avec le passage à l'action, mais aussi centrées sur les valeurs, la confiance et l'espoir. Ça, c'est très, très important pour les personnes éco-anxieuses, d'où l'intérêt de la thérapie ACT, que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais on va s'inscrire dans une logique de valeurs plutôt que d'objectifs ou de résultats. Parce qu'évidemment, on ne va pas sauver le monde à nous tout seuls et qu'on veut essayer de se regarder en face le matin et que déjà, c'est pas mal en faisant notre part. On peut recadrer aussi les émotions désagréables dans une logique de valeur, etc. etc. Bon, là, c'est ma propre échelle de mesure de l'éco-anxiété, mais je ne vais peut-être pas faire trop de pub maintenant. Je voulais terminer avec quand même ce clin d'œil. Pourquoi on n'est pas tous éco-anxieux? Parce que on travaille beaucoup sur l'éco-anxiété. Il y a désormais beaucoup d'interventions sur l'éco-anxiété. C'est comme une manière pour moi de pointer la responsabilité sur les éco-anxieux. C'est eux qui ont un problème, mais il faut quand même parler la grande quantité, la grande majorité de la population qui ne souffre pas d'éco-anxiété. Et pour moi, ça reste quand même encore un mystère, parce qu'on a quand même un énorme mur qui nous arrive sur la figure, qui est déjà présent. Et pourquoi on n'est pas tous éco-anxieux? Il y a plein d'explications psychologiques là-dedans. C'est vraiment très, très riche quand on commence à regarder la littérature. Mais voilà, le problème, il est grave, complexe. Le changement climatique est arrivé assez lentement par rapport au Covid, par exemple, qui fait l'objet de ce petit dessin. Et donc, on a eu le temps de s'y habituer, malheureusement. Et puis, là, surtout, la solution, elle passe par un changement qui est important dans nos modes de vie, qui est un changement qui porte sur nos valeurs, nos comportements, notre attachement à la société de consommation et aussi à notre identité, du coup. Aussi à notre idée de confiance dans l'avenir de notre planète, le fait que le progrès est quelque chose qui va toujours nous sauver, dans lequel on s'est un peu développé. Et puis aussi l'idée de finitude et de mort. Et donc nous n'y sommes pas tous forcément prêts. Et on va mettre plein de mécanismes d'évitement et de mise à distance en place. Je suis intéressée par les résultats plus détaillés du baromètre, parce que moi, les chiffres récents que j'ai, c'est qu'on a plutôt une augmentation du climato-scepticisme, donc à l'échelle de la planète. Ça, c'est une source très récente de l'Observatoire international de climat et opinion publique, donc qui montre que le climato-scepticisme, qui se trouve un peu dans ces deux graphiques, a tendance à augmenter. Et puis, les principales préoccupations à l'échelle de la planète, malheureusement, c'est jamais l'environnement, c'est toujours autre chose. Alors que vraiment, la crise écologique menace énormément nos modes de vie. Voilà, je voulais quand même terminer là-dessus. Merci beaucoup, Hélène. On a mieux compris ce que c'était un groupe thérapeutique et finalement sa vocation, sans doute pas de guérir, mais de mieux vivre l'éco-anxiété. Quand on s'était parlé un petit peu auparavant, vous me disiez que dans ces groupes est dispensé beaucoup d'apaisement, beaucoup de réconfort, et ça aussi c'est remarquable. Et vous avez un petit peu mentionné la relation entre éco-anxiété et monde du travail, et puis le rôle, en fin de compte, la notion d'éclaireur des éco-anxieux. Et donc on peut effectivement se poser la question de est-ce que l'éco-anxiété sauvera le monde? Et avec notre dernier invité, on va voir justement la mise en chantier de cette question, non pas dans le monde en général, mais dans le monde particulier de l'entreprise. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Loïc Stéphan, qui est professeur agrégé d'économie-gestion, coprésident de l'Observatoire des vécus du collapse, et vous venez de lancer la Maison des éco-anxieux. Vous êtes formateur auprès des chefs d'entreprise engagés dans ce qu'on appelle la Convention des entreprises pour le climat, la CEC. Voilà. Donc, avec Pierre-Éric Souter et d'autres personnes, vous avez créé cet observatoire des vécus du collapse, tout ça pour avoir une vision d'ensemble des différentes manières de
dont les personnes vivent le collapse. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, N'ayez pas peur du collapse, puisque l'on parle de Pierre-Éric Souter. Il y a un livre qui vient de sortir la semaine dernière, dont il est auteur, et qui parle justement du mieux vivre, du bien vivre, l'éco-anxiété dont parlait Hélène tout à l'heure. Donc, vous avez fait une enquête très large qui a permis de déboucher finalement à la création de la maison des éco-anxieux. Maison, c'est pas une maison avec une réalité physique, un toit et une adresse postale, mais justement une adresse plutôt Internet. Donc, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, par rapport aux entreprises qui sont engagées dans la Convention des entreprises pour le climat, donc, vous formez des chefs d'entreprise pour, je cite, passer de notre monde coupé du vivant, extractif, industriel, construit pour la croissance, à un monde relié au vivant, régénératif et post-croissance. Et puis aussi, vous interpellez les chefs d'entreprise sur justement l'inquiétude d'une partie de leurs collaborateurs et vous leur montrez que c'est important de faire avec eux, de les emmener pour relever le défi de leur entreprise. Oui, on essaie du moins. Vous entendez, c'est bon? Tout va bien? Ça marche. Donc du coup, je passe au partage. Vous voyez c'est bon le partage? Très bien. Ok, alors on y va. On va aller assez vite, mais après je déclenche le chrono. Je vous le partagerai. Donc ça, c'est issu là, du premier rapport. Effectivement, il y a plein de mots qui sont un peu divers. La solastalgique est plutôt une angoisse, une perte du passé, en fait, de ce qu'on a connu, l'éco-anxiété, l'éco-culpabilité, etc. Et nous, on a essayé, en fait, notre idée, c'était d'essayer d'éclaircir un peu les choses. Et avec une difficulté qu'on a observée à l'Observatoire des vécus du collapse, déjà, quand on parlait d'effondrement, c'est qu'il y a une espèce de double contrainte, c'est-à-dire j'agis, ça se passe mal, ça risque de se passer mal, je n'agis pas, ça va se passer mal. Et donc, ça met les gens en souffrance et c'est, comme ça a été dit à la fois par Hélène Jalin et par le professeur, en fait, il y a une réalité à être anxieux et une personne éminente du GIEC me disait une fois dans une réunion qu'on co-animait en aparté, tu sais Loïc, pour aujourd'hui ne pas être éco-anxieux, il faut être soit un gros cynique, soit un idiot qui ne comprend pas les études. Voilà, le cadre est posé, il y a une réalité objective et si je suis très provocateur, après, mais sur le dessin là, des vagues après le changement climatique, on pourrait rajouter la perte de la biodiversité et on pourrait rajouter le problème de ressources. Et d'ailleurs, dans les verbatims qu'on a, on a des gens qui lient tous les problèmes. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est des grosses études. Alors, on a voulu valider l'échelle de Hogg en français. Pourquoi? Parce que c'était une échelle qui est une échelle trait. C'est-à-dire qui ne dépend pas du moment de l'année, des vagues de chaleur, etc. Et qui nous permettait de repérer les éco-anxieux. Et on l'a testé une première fois auprès de 3500 personnes. On a eu une deuxième vague avec des gens dont on est près sur 2000 personnes. On a comparé avec des patients suivis éco-anxieux. Et là, on vient de récupérer 10 000 questionnaires en plus. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur l'étude? C'est que l'échelle que nous, on a validée, alors il y en a d'autres, mais nous, elle nous allait bien parce qu'elle avait plusieurs choses qui nous allaient bien, je vais expliquer. C'est une échelle trait, donc elle est stable dans le temps. Elle permet de déclencher des seuils et de ne pas pathologiser à outrance. C'est-à-dire il y a des gens qui sont dans un mal-être qui va les conduire vers la pathologie, et donc du coup, il faut pouvoir trouver comment les aider. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle distingue des symptômes affectifs sur des manifestations anxieuses. Elle permet de voir les symptômes de rumination sur l'information, etc., sur les problèmes comportementaux, sur notre angoisse par rapport à un impact sur la planète. Et donc, nous, on fait le même constat que nos collègues qui sont passés juste avant, c'est que ça rend pas, c'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade. Et ce qu'on a essayé de voir, pour voir si c'était vraiment très spécifique, c'est qu'on a fait passer le DAS, c'est dépression, anxiété et stress scale, et en fait, pour voir si ça fonctionnait différemment, et effectivement, ça fonctionne différemment. Et ce qui est très intéressant, ça c'est l'étude, la comparaison de l'étude nationale qu'on a fait avec l'échantillon On est prêt. On est prêt, en gros, c'est des gens qui sont très impliqués pour la planète. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que plus votre niveau d'information sur les problèmes climatiques, de ressources, etc. est élevé, et plus vous avez une probabilité de développer une éco-anxiété
et une éco-anxiété, si elle n'est pas soignée, si elle n'est pas accompagnée par des gens comme Rafu ou d'autres, peut devenir problématique. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y avait, alors, 2,5 millions, et encore c'est un chiffre conservateur, très conservateur, de gens dont l'éco-anxiété peut les amener à consulter un psychothérapeute, et sur ces 2,5 millions, il y a 1 million qui est vraiment en état de détresse forte. Et je vous dis, le chiffre est très conservateur, je vous expliquerai comment on l'a construit. Les femmes sont un peu plus éco-anxieuses, on n'a aucune explication. La seule qu'on fait, c'est qu'on a encore une société très genrée et les femmes ont plus des tâches projectives, d'organisation du futur, etc. Est-ce qui pourrait leur expliquer ça? Mais pas plus. Les jeunes, sauf les retraités, sont pas plus éco-anxieux que le reste de la population. C'est pas très discriminant. Le facteur le plus discriminant, c'est vraiment les connaissances scientifiques, c'est-à-dire la compréhension des mécanismes. Donc c'est quelque chose de très rationnel d'être éco-anxieux. Et après, il y a un effet boomer. Et ce que je vous disais, l'âge, en fait, là, c'est un score, ça explique très très peu. Là, donc ça, c'est une étude, il y a plus de 3000 répondants. Et vous voyez, on a fait ça, régression logarithmique, linéaire, quadratique, etc. C'est pas l'âge qui détermine, c'est vraiment les connaissances. Alors, pour déterminer ces 2,5 millions de personnes, comment on a fait? En fait, on a fait un questionnement épidémiologique. On a pris les scores des patients diagnostiqués, après un diagnostic différentiel posé par un psychothérapeute, en l'occurrence des patients de Pierre-Éric et de ses collègues, et on a pris les gens qui étaient au-delà de la médiane, c'est-à-dire en rouge, pour aller chercher les éco-anxieux. Si on n'avait pas, parce qu'on ne voulait pas avoir de faux positifs, c'est-à-dire de gens diagnostiqués éco-anxieux qui ne l'étaient pas et qui pouvaient être accompagnés par du coaching ou par autre chose. Mais si on avait pris les données de manière extensive, on peut dire qu'il y a au moins 5 millions de personnes en France, parce qu'on a un échantillon représentatif, une fois qu'on l'a redressé, qui ont des questions là-dessus. Et là, je vous disais, on vient de reconduire une campagne avec On est prêt, qui avait lancé un petit truc qui s'appelait Stufli, en fait, et un questionnement de la société. On vient de récupérer 10 000 questionnaires. Alors, je n'ai pas pu les dépouiller encore parce qu'on est en phase de clôture, mais globalement, j'ai regardé les verbatims. Et ce qui ressort des verbatims, c'est que les gens vivent vraiment les problèmes entre eux. Alors, pourquoi on a fait ça, en fait? Parce qu'on voulait essayer de voir s'il y avait des stratégies de coping qui étaient plus efficaces que d'autres. Nous, on utilise l'échelle toulousaine de coping parce qu'on l'aime bien, puis parce que moi, je viens de là-bas, c'est mon accent du Sud. Et Pierre-Éric, qui lui est plus dans des parcours de soins, a travaillé sur des façons d'accompagner, de créer des exercices et surtout de voir comment on pouvait faire des liens avec la RSE, parce qu'il se trouve que Sylvie Chamberlain, qui a coécrit le dernier livre avec lui, est intervenante en entreprise et moi aussi. Donc, dans le premier bouquin qu'ils avaient écrit avant celui-là, on a fait des questionnements RSE, parce qu'en fait, moi je m'occupe surtout des stats, et en fait, ce qui nous a intéressés, c'est que les gens sont très préoccupés, notamment les jeunes et les talents, sont très préoccupés par les manières d'être. Et ce que disait Hélène Chalin sur le militantisme, sur les notions, c'est quand même quelque chose qui est très important et qu'il faut rappeler sans cesse, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir une intervention que si on a une forme de réflexion sur ces sujets-là. Et ce qui nous a surpris, en fait, sur la RSE, c'est que y a des items comme authenticité, œuvrer avec sagesse, accepter sa vulnérabilité, donner du sens, qui ressortaient très fort, ce qui était assez étonnant et paradoxal. Alors, le dernier livre qu'ils ont écrit, c'était quoi l'idée? Alors moi, j'y suis pas parce que je suis pas praticien du soin ni accompagnant, coach. Moi, je suis plutôt dans la gestion et dans les stats. Leur idée, c'était d'avoir de nombreux témoignages et beaucoup d'extraits de verbatim, en fait, de nos différentes enquêtes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Eux, ils ont voulu mettre en place des espèces d'exercices pratiques, un peu à la manière des exercices spirituels de l'Antiquité. Il y a un petit bouquin que Pierre-Éric et moi-même, on aime beaucoup, c'est de Hadot, qui est philosophie comme manière de vivre, en fait, et qui reprend les exercices spirituels de l'Antiquité, en fait. Et l'idée, c'était de vulgariser clairement. Alors, la maison de l'éco-anxiété, c'est quoi l'idée? Pour l'instant, ils sont 5 praticiennes, tous psychologues. L'idée, c'est de créer un portail de ressources
et un premier accompagnement diagnostique gratuit, c'est-à-dire qu'on a déterminé des seuils en fait sur l'échelle d'éco-anxiété, et de pouvoir, si on est au-delà d'un certain seuil, en l'occurrence on a pris un seuil très élevé, parce qu'on ne voulait pas de faux positifs, proposer un accompagnement, un premier accompagnement diagnostique gratuit et une orientation vers des personnels de soins. L'idée aussi, alors ça c'est plutôt mon domaine à moi, c'est de faire de la vulgarisation et de l'information claire, et on est appuyé sur un comité d'experts, et notamment on a 2 chercheurs référents sur le domaine qui sont des professeurs d'université français et qui ont des scores de publication très élevés. Et la maison de l'éco-anxiété, en fait, comme c'est lié à des psychologues qui travaillent beaucoup en psychologie existentielle et en psychopositif, notamment pourquoi psychopositif? Parce qu'on a repris le modèle de Vallerand sur la passion obsessive et passion harmonieuse, on s'aperçoit que le militantisme peut amener à des formes de dépression. Et notamment dans les conseils, c'est à cause de l'info-obésité de nos sociétés, ne pas se nourrir que de mauvaises nouvelles, mais essayer de trouver des exemples inspirants, des exemples de coping, etc. Et je pense que, après c'est pas mon boulot, mais c'est vrai qu'Hélène et Pierre-Éric devraient discuter. Moi je suis pas soignant. Alors ensuite, je travaille à la Convention des entreprises pour le climat. C'est quoi? C'est l'idée qu'il faut bouger les gens qui font du business. Donc on a qui comme comité de garant? On a l'ADEME, on a Impact France, on a l'Office national de la biodiversité, on a le Shift. On a des gens qui sont très exigeants. On a aussi des partenaires pédagogiques, et là-dessus, il y a des instituts de recherche et il y a des gens comme moi qui interviennent. C'est quoi le parcours CEC? C'est un parcours où on va essayer de passer les gens d'un business as usual à de l'entreprise régénérative. Voilà. Et ça se fait comment? Ça se fait, c'est un parcours de 9 mois où il y a 6 sessions. Moi, j'interviens en général sur constat et monde d'après, c'est-à-dire qu'en gros, je leur donne toutes les mauvaises nouvelles. Moi, je suis le spécialiste des emmerdes et des mauvaises nouvelles. Et ensuite, pour les aider à finaliser des business models qui soient compatibles avec ce qu'on raconte sur les limites planétaires. Alors, on y va fort. Hein. Moi, je leur dis carrément, je commence comme ça en leur disant, dans un monde effondré, il n'y a pas de part de marché. Donc, vous avez intérêt de vous bouger parce que sinon, vous n'existez plus. Et je leur dis carrément, si votre business model n'est pas compatible avec les problèmes de climat, de ressources et de social, eh bien vous allez mourir, c'est normal, c'est un processus de destruction créatrice. Les gens qui ne sont plus adaptés à un environnement, ils disparaissent. Et alors ça, c'est un vocabulaire que comprennent très bien les chefs d'entreprise. Et je leur dis que finalement, tout ça, c'est très prévisible. Que s'ils changent d'outils et de lunettes, ils peuvent essayer d'avoir des lunettes un peu plus intéressantes. Parce que leur boulot, c'est quoi une entreprise? C'est une proposition de valeur adressée à un marché, qui répond à un problème qu'a la société. Et ce que je leur explique, c'est qu'avec le changement climatique, les problèmes adressés à la société vont changer. Que certains seront résolus par des entreprises, d'autres par des communs, d'autres par des collectivités, d'autres par des associations, par les pouvoirs publics, que sais-je encore. Et qu'eux, ils ont leur part à jouer parce qu'ils émettent pas mal de CO2 et qu'il faut qu'ils en émettent moins, et il faut que ça se passe mieux. Voilà. Et j'y vais franco, puisque je suis formateur de la fresque du climat, je leur dis voilà, émissions de CO2, etc. Puis pim, vous avez fait la fresque, oui, tous ils lèvent le doigt, etc. Ben voilà la réalité, ce que ça signifie. Et là, vous ne faites plus de business et il va falloir sacrément revoir mon modèle. On les met face à la réalité et on les met aussi face à la réalité systémique. C'est-à-dire qu'on leur montre la grande accélération de Stephen, on leur montre les limites planétaires de Rockström. En fait, on s'appuie aussi sur tout un travail qu'on avait fait sur une exposition à la Cité des sciences et de l'industrie qui s'appelait Renaissance, qui avait eu lieu il y a 1 an et demi. Et on parle aussi des problèmes géopolitiques, des rapports nord-sud, etc., etc. Et moi, comme je suis un des traducteurs, en fait, des actualisations des limites de la croissance, du rapport Meadows, je leur explique. Et le but, je leur explique aussi qu'il va y avoir des problèmes d'énergie, de pétrole, de climat, donc vous voyez, c'est très très riche. Le but, c'est de leur dire, on accueillit les fruits les plus faciles, maintenant on va s'attaquer à des fruits plus difficiles. Avec un peu de méthode et d'intelligence, on va retrouver de la capacité d'agir en essayant de choisir ce qui est facile à faire, ce qui est rapide, qui a de l'impact, quel est le coût, etc. Parce que j'ai écrit aussi des livres de stratégie de dynamique entrepreneuriale. Et c'est leur apprendre à refaire des choix éthiques, en fait, et de se poser la question de la finalité de l'entreprise. Et de discerner, en fait, c'est de choisir ce qui fonctionne,
Là-dessus, on leur propose ensuite tous les scénarios qui sont mis en place pour essayer d'aller vers un monde un peu plus bas carbone, en sachant que souvent il manque les aspects sociaux, et on leur parle carrément d'adaptation radicale, de renoncement, de restauration des écosystèmes. Le but ultime pour nous est d'essayer de créer des modèles économiques qui soient compatibles avec les limites planétaires et compatibles avec les planchers sociaux de développement des populations. Et en général, moi je finis mes interventions alors reposant la question initiale après avoir présenté tout ça. Est-ce que votre business est compatible ou pas avec les problèmes de ressources? S'ils me répondent non, je leur dis, eh bien, vous allez disparaître. S'ils me répondent oui, je leur dis, vous avez peut-être une chance de survie. Voilà. Mon travail. Et j'essaie d'y aller pratico-pratique. Mais moi, mon travail, en fait, c'est d'essayer de faire le saxifrage. Il y a des champs de la recherche qui ne sont pas couverts. Il y a des champs... le professeur Pellissolo fait tout un travail qui est formidable en termes de soins, etc. Nous, on essaie d'alimenter et d'apporter. Mon travail, c'est d'apporter, d'encapaciter les gens. C'est-à-dire d'apporter de la connaissance qui va les mettre en capacité de manière éthique d'agir. Voilà. Et je me contente de ça, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà un peu de travail. Hier, j'étais à Arles et ce soir, je suis à Rennes. Aujourd'hui, je suis à Rennes et je refais une intervention auprès d'entreprises, chefs d'entreprise. J'ai été clair. Oui, très bien. Merci beaucoup, Loïc. Merci à vous tous de tous vos éclairages qui soulignent l'importance de repérer le jeu entre l'échelle collective et individuelle et les possibilités de mobiliser des forces pour des transformations. Alors, on a un tout petit peu de temps, on pourra peut-être un petit peu déborder, hein, je pense. Moi, je peux, en tout cas, pour les questions. Alors, il y en a quelques-unes. Par exemple, je vous la pose à tous. On parle beaucoup de changement climatique, mais est-ce qu'on englobe aussi les autres sujets tels que les impacts sur la planète, biodiversité et océan? Alors, moi, dans les études, les gens font le lien, en fait, très clairement. C'est-à-dire que quand on a un verbatim, ils n'isolent pas le climat de tout le reste. Ils nous parlent aussi des ressources, ils nous parlent aussi de la biodiversité, ils nous parlent aussi des océans, parce qu'en général, c'est assez lié. Je vois qu'Hélène voulait prendre la parole. Non, je voulais juste, parce que je pense que c'est important de le dire, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se préoccupent de la santé de leurs salariés parce que leur activité les expose à davantage d'éco-anxiété que dans d'autres domaines. Je pense que c'est important de le dire parce que je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs de santé publique ici. Moi, j'ai de plus en plus d'entreprises. Je suis intervenue par exemple devant les directeurs de parcs naturels régionaux. Il y a le CIRAD qui m'a contacté. Il y a une entreprise, je ne sais plus son nom, mais spécialisée en RSE. Et la question de savoir si c'est une maladie ou enfin, en tout cas une problématique du travail va se poser de plus en plus dans les entreprises. Donc, je pense que Loïc Stéphane, vous êtes mieux à même que moi de le dire, mais je pense que c'est important de le dire ici. Oui, alors moi je confirme ce que vous dites, Madame Jalin. En fait, alors on a les deux. On a des secteurs d'activité exposés où effectivement on a des soucis avec les salariés de santé publique et de prévention. Ça va devenir un problème de santé publique. Et on a un deuxième truc qui fait bouger les entreprises. On ne va pas se leurrer, on va être cynique. C'est-à-dire qu'en fait certaines entreprises bougent aussi parce qu'elles n'arrivent pas à recruter des talents. Or, il se trouve que les talents, entre guillemets, les bons candidats qui voudraient recruter, sont des gens qui ont tous fait des fresques du climat, qui ont fait des rentrées climat, qui ont un niveau d'information sur ces questions-là qui est de plus en plus élevé. Et ces gens-là sont de plus en plus difficiles pour bosser sur un certain nombre de boîtes. Et en fait, ils se bougent aussi pour ces questions-là. Et moi, je fais attention à ce que les étudiants, les talents, entre guillemets, comme ils les appellent, soient très formés à ces questions, parce que du coup, je sais que ça va les obliger à bouger de manière très militante. Une question un peu corollaire à ça, c'est quel type d'entreprise se prête au jeu que vous avez démontré? Tout. Alors, ce qui est fou, c'est et aussi, est-ce qu'il y a des grosses entreprises du CAC 40 oui, qui sont dans les conventions des entreprises pour le climat? Oui, il y a le Roi Merlin, il y a, par exemple, le Roi Merlin, typiquement, est l'indicateur climat CO2 qu'ils ont mis en place, etc. Et quelque chose qu'ils ont mis en place après la feuille de route de l'an dernier. Il y a des gens comme Heineken. Hier, j'étais à Arles chez Valrhona, qui est un très très gros acteur du chocolatier. Je travaille avec le groupe Rossignol, j'ai bossé avec le groupe Orange. Oui, il y a des très très gros acteurs.
Et il commence à comprendre. Et d'ailleurs, je ne dirais pas où chez Orange, mais un très très grand directeur, un big chef, lorsque j'ai annoncé le chiffre de 2,5 millions, il est venu mais presque m'embrasser en me disant « Je suis super content, j'avais l'impression d'être tout seul à être éco-anxieux ». C'est très drôle. Justement, à propos de solitude, on a une question qui veut revenir sur la valeur thérapeutique de savoir qu'on n'est pas seul et que plein d'autres personnes, collectifs, assos, agissent à notre côté et qu'on peut se joindre eux. Alors, est-ce que vous avez cette notion-là? Moi, je ne suis pas soignant, je laisse répondre. Je laisse peut-être répondre M. Pellier-Solo, ou sauf si vous voulez que je parle. Allez-y, je pense qu'on aura la même réponse. Bah oui, forcément, on aura la même réponse. Moi, j'essaye de développer dans mon groupe, vous savez, plein d'activités thérapeutiques pour les faire travailler sur plein de choses, les valeurs, les émotions. Mais vraiment, ce qui leur fait le plus de bien, c'est d'être ensemble, c'est de se parler entre eux, c'est de pouvoir enfin livrer des choses. Vous savez, il y a une chercheuse norvégienne, je crois, qui disait qu'on était tous dans une forme de silence socialement construit, c'est-à-dire qu'on va éviter de balancer nos mauvaises émotions associées à ça aux autres parce qu'on ne veut pas les faire souffrir, en fait, tout bêtement. Et donc, on va tous être dans une forme de censure un peu systématique. Et je sais, pour parler de ma propre expérience, l'année dernière, j'ai fait un congrès qui s'appelait Congrès Archipel à Grenoble, qui est organisé entre personnes qui sont tous convaincues de l'importance de la transition écologique, et que ça m'a fait un bien fou, parce que je me retrouvais avec des gens avec lesquels je pouvais livrer ces émotions-là sans avoir aucun problème, parce que de toute façon, ils ressentaient la même chose. Donc effectivement, l'impact du groupe est vraiment très intéressant. Professeur Pellier-Solo, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Enfin oui, évidemment, j'ai la même réponse, avec en plus le fait que dans tous les cas, même pour d'autres sujets d'anxiété, le fait de se confronter à d'autres personnes qui ont les mêmes préoccupations, déjà ça fait du bien sous l'angle de qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme un segment pour moi-même, de voir les autres gérer ce qu'ils gèrent. Voilà. Et cette notion de groupe, de dynamique de groupe, d'écoute, est déjà thérapeutique en elle-même. Donc, il y a en plus le soutien, il y a en plus l'identification, mais c'est vraiment très, très utile. Ouais. Alors, moi, je mettrais juste un bémol à ça, c'est qu'on avait fait une enquête avec une étudiante et on avait publié dans Yggdrasil. C'est un article qu'on avait intitulé « Militer jusqu'à la dépression ». C'est que, mais en tout cas chez les militantes qui souffrent d'éco-anxiété, un entre-soi militant permanent peut être problématique. Et là, je suis en train de mener une enquête chez Dernière Rénovation, qui sont des gens très militants, comme ils ne sont pas dans le cadre d'un soin, mais dans un entre-soi militant sur ces questions climatiques, ils sont en grande souffrance. Alors moi, je ne suis pas soignant. Ouais. C'est la différence entre l'immersion effectivement permanente et des temps dédiés, parce qu'évidemment, ce qu'on conseille, c'est pas une immersion permanente, c'est un temps, et le reste du temps, c'est plutôt de la déconnexion, c'est sûr. Il y a une question, est-ce que vous pensez que les entreprises souhaitent traiter l'éco-anxiété de leurs employés pour booster leur productivité? Oui, je pense qu'il y a une forme de... Alors, au départ, il y a une forme de cynisme, très clairement, parce qu'en fait, c'est une difficulté de survie. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a observé des métanoïas, c'est-à-dire des conversions du regard, c'est-à-dire des gens qui viennent avec des visions assez cyniques et qui, à la fin, sont carrément des militants. Et même, il m'arrive des fois de devoir freiner les entreprises dans leur volonté de changement, dans le sens où leur responsabilité, c'est quand même de rester en vie. C'est-à-dire que si leur volonté de militantisme se fait au détriment de la valeur et au risque de péricliter, ça peut être problématique. Et donc, mais non, globalement, moi je suis assez surpris de la sincérité des chefs d'entreprise, parce qu'au début, je suis arrivé assez dubitatif. Et je vous dis, moi je leur balance des trucs, mais je leur dis, vous avez vu ce que je leur raconte, quoi. Je veux dire, je n'y vais pas le dos de la cuillère, et c'est assez étonnant, ils réagissent bien. On a une question sur ne faudrait-il pas s'intéresser aux personnes qui travaillent dans le changement climatique et ne sont pas éco-anxieux, donc quelque chose qu'on comprend mal. Ah oui, alors on en a eu quelques-uns en entretien. Ça, c'est compliqué. L'hypothèse qu'on émet, c'est on a fait passer à une partie de l'échantillon des questionnaires de satisfaction de vie.
sur les échelles d'éco-anxiété et de satisfaction de vie. Et en fait, c'est plus lié à des questions de psychologie positive. En fait, vous savez, c'est les études de Yalom et de Viktor Frankl sur comment des gens, même dans des situations très difficiles, gardent une espèce d'espérance ou d'espérance raisonnable. Et en fait, c'est assez idiosyncratique, mais Pierre-Éric pense, moi je ne suis pas soignant, que ça se cultive en fait. Et qu'on peut apprendre à avoir cette tournure d'esprit. Et après, je crois qu'il y a, les soignants le diront beaucoup mieux que moi, c'est très idiosyncratique, c'est-à-dire qu'on a des seuils de souffrance qui sont très variables d'un individu à l'autre. Et moi, j'ai pas. Pourquoi certaines personnes acceptent des situations qui paraissent et pas d'autres? Je n'ai pas la réponse, il faut demander au psychiatre. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse de cette dissonance, a priori. Non, il a bien dit, d'abord la variabilité, en effet, des histoires personnelles, et puis une façon de gérer ses émotions qui peut se rapprocher d'une forme de résilience, d'un travail éventuellement qui a déjà été effectué. Mais c'est pas la même chose. Enfin, ça me paraît pas paradoxal. C'est pas des gens qui sont forcément dans le déni, hein, Oui. en tout cas dans la remise en cause de la réalité. Est-ce que dans vos pratiques, vous trouvez qu'il y a une différence entre les territoires urbains et les territoires ruraux? Alors nous, dans les enquêtes, on ne l'observe pas. Les territoires ruraux sont quand même plus sensibles à la nature parce qu'en fait, ils ont plus d'éléments visuels qui leur permettent de constater les changements plus rapidement que les urbains, quand même. Ça, c'est la différence. Dans l'observation empirique de son environnement immédiat. Alors, j'ai une remarque qui dit plus on sensibilise les jeunes et moins jeunes avec des messages négatifs, sans parler des solutions concrètes, plus on aura des cons anxieux. Et c'est quelqu'un qui travaille dans la pédagogie qui dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous le constatez aussi? Oui et non. En fait, pour ce que je sais, j'ai pas fait de. On s'est vraiment beaucoup posé la question. Il y a mais Madame Jalin et Monsieur Pellissolo l'ont bien dit, il y a des peurs qui immobilisent, il y a des peurs qui démobilisent et il y a des peurs qui mobilisent. Quand on regarde les messages de prévention sur le tabac ou dans d'autres secteurs, en fait, la peur peut être un facteur de mobilisation très très fort, mais aussi les éléments positifs. Et donc, c'est assez paradoxal, en fait. Et du coup, il faut jouer sur les deux tableaux. Et apparemment, nous, ce qu'on a lu sur les revues de littérature dans d'autres secteurs d'activité, c'est qu'il faut un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut un peu de peur parce qu'il faut quand même mettre les gens face aux réalités. Et en même temps, il faut des exemples concrets, positifs, de choses qui marchent pour leur donner envie d'agir. Et vous pouvez compléter si vous voulez. Je ne suis pas soignant, moi. Je suis toujours embêté. Je fais que les stats. Non, mais là, on parlait des enfants en particulier. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, les parents nous en parlent souvent, ou les enseignants, de dire, mais attention, vous allez les angoisser. Et en effet, le but, c'est pas d'avoir juste un message de désespoir. C'est vraiment de dire quel est le problème et aussi de proposer des moyens, enfin, les accompagner en tout cas dans la réflexion sur les pistes à suivre, ne pas les laisser sans solution, parce que là, ça serait quand ils sont jeunes et qu'ils sont dépendants des adultes, si on leur dit que les adultes sont impuissants, là, c'est compliqué. Oui, voilà. Oui. Oui, il y avait une question, une remarque qui tournait autour de ça, c'est-à-dire de leur montrer aussi des espérances raisonnables. Il faut adapter le discours à l'âge et puis en effet dire quels sont les leviers et en quoi eux-mêmes peuvent être évidemment impliqués, mais en tout cas pas uniquement un message de catastrophe, quoi. Alors, il y a une autre question. Est-ce que lier l'éco-anxiété au changement climatique n'est pas réducteur? Et quid des conséquences des pollutions à l'échelle planétaire? Là, je ne sais pas trop, parce que on n'a pas parlé que de changement climatique, on a parlé un petit peu dans les présentations que vous avez faites, des sensibilités à plusieurs phénomènes. Après, il y a comment soigner les cyniques. Ceux qui savent, mais exprès, n'agissent pas. Moi, j'aurais tendance à dire que par principe, les cyniques n'ont pas envie d'être soignés et qu'on ne peut pas soigner quelqu'un qui n'a pas envie d'être soigné.
C'est une question de réponse facile, mais Est-ce que vous avez des exemples de chefs d'entreprise exemplaires qui peuvent servir d'exemple aux autres? C'est compliqué. C'est quoi pour vous une entreprise exemplaire? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des secteurs d'activité qui se plairaient à l'exemplarité, parce que je suis dans le vivant, ou dans le régénératif, ou dans de la production permacole. Il y a des secteurs d'activité qui sont par définition extractifs, mais qui paradoxalement contribuent à toute la chaîne logistique de ces acteurs. Et c'est très compliqué. En fait, nous, on essaie beaucoup d'insister sur la part maudite, en fait. C'est-à-dire que toute activité humaine a un impact sur la planète. Et c'est qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez un billet d'avion, vous pouvez aller à New York, soit pour faire du shopping, c'est dégueulasse, soit parce que vous êtes cardiologue et que vous allez former 20 collègues et que vous allez sauver des milliers de vies. C'est le même impact, c'est pas du tout la même finalité. Et en fait, il faut apprendre à être conséquentialiste, en fait, dans la vision des choses. Patagonia, oui, est un très bel exemple. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Est-ce que l'on dispose de données sur les agriculteurs? Éco-anxiété, déni climatique? Alors moi, je travaille avec des groupes d'agriculteurs dans mes chefs d'entreprise. C'est les moins en déni. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans l'adaptation. Parce qu'en fait, le cycle phénologique des plantes a beaucoup bougé. Ils ont des problèmes d'échaudage, c'est-à-dire de remplissage du grain, des moments de sécheresse. Donc en fait, ils ont pendant des années utilisé toutes les techniques d'évitement. Aujourd'hui, ils sont au bout de ce qu'on peut faire en termes d'évitement. Et ils sont de plus en plus conscients de ça, la difficulté. Et puis en plus, moi je suis sur un territoire où il y a eu Sivens quand même. Il y a la mort de Rémi Fraisse. Et donc ces questions de gestion de l'eau, etc., je connais très bien. La difficulté, c'est d'arriver à ne pas braquer les gens et arriver à trouver des débouchés. C'est pour ça que j'ai travaillé sur des groupements d'achat avec des cantines, des choses comme ça. C'est-à-dire essayer d'être dans le pratico-pratique et de faire des choses concrètes pour essayer de trouver des solutions. Et après, pour le religieux, il y a un groupe à Nantes, je ne sais plus comment il s'appelle, de psychosociologues qui travaillent sur le fond apocalyptique éventuellement, de l'effondrement, de la collapsologie, etc. Pas tellement en fait, il n'y a pas tellement de fond religieux dans ces questions. Je crois que quelqu'un d'entre vous en a parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il existe une formation justement sur l'éco-anxiété ou quelque chose qui va se développer, style un DU? Tout à l'heure, Hélène, vous parliez que vous en parliez dans votre fac, mais je ne sais pas s'il y a autre chose. Sur l'éco-anxiété humaine, je ne suis pas au courant pour l'instant, mais c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment un sujet qui est tout récent, donc personne n'est vraiment spécialiste du sujet, donc c'est compliqué de trouver des intervenants en fait. Mais on espère développer ça dans le cadre du RAFU. Ouais. D'accord. Moi, j'avais une petite question pour Corinne. Est-ce que les observations que vous avez faites, le baromètre, ça existe dans d'autres régions de France? À ma connaissance, non. En revanche, j'ai pu constater que c'était des questions qui étaient posées sous des formes assez comparables dans le cadre d'études nationales. D'accord. Et qui ramènent finalement les mêmes types de données. Parce que bon, c'est vrai que Oui. l'Île-de-France, c'est quand même une région très, très particulière, quoi, très concentrée, très diverse. Oui, oui, c'est vrai. Bon, on voit quand même des différences, hein. Par exemple, ça tient aussi au fait que peut-être la population en Île-de-France, une plus grande partie de la population est diplômée de l'enseignement supérieur et donc est susceptible d'avoir un niveau d'information sur le risque du changement climatique supérieur à d'autres régions. Et ça se voit dans leur adhésion quand même un peu plus massive aux causes humaines de ce changement. Oui, d'accord. Professeur Pellissolo, vous avez d'autres internes qui s'intéressent à l'éco-anxiété à la suite de ces livres?
Oui, 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 il y en a de plus en plus dans les. Alors, c'est pas la majorité, mais quand même, il y en a. Oui, oui, il y en a pas mal qui sont intéressés et qui proposent des démarches de recherche ou d'évaluation ou de traitement. Donc, je pense qu'à terme, en effet, il y aura de quoi structurer un petit peu à la fois un enseignement et une réflexion sur chaque professionnel, parce qu'on a chaque fois des questions différentes pour les médecins, pour les psychologues, pour les coachs, etc. Effectivement, il y a des points communs, mais à chaque fois, chacun peut apporter une vision un peu propre. Merci. Merci à tous. Célia, je pense qu'on a largement dépassé. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité, hein, qui a dépassé un peu le cadre. Il y avait beaucoup de choses à dire, en fait. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et très complet. Je vous remercie chacun, Antoine Pellissolo, Corinne de Berny, Hélène Jalin, Loïc Stéphan et puis évidemment Mireille Perronnet et tous ceux qui ont organisé aussi, qui m'ont aidé sur l'organisation, Pascal Gorge et Christine Canet. Je vais partager dans le chat un questionnaire de satisfaction. Merci de le remplir avant de quitter Teams. C'est toujours très éclairant pour nous. C'est la fin de la série des webinaires sur l'adaptation au changement climatique. Mais pour celles et ceux qui sont intéressés, qui sont adhérents au réseau, on se retrouve demain en ligne de 15h à 16h30 pour échanger sur les résultats de l'atelier Planetsphère, pour ceux qui y ont participé et ceux qui n'y ont pas participé également, qui revenait sur les actions du réseau en matière de mobilisation des professionnels de santé. À la rentrée, on va organiser un rendez-vous en présentiel qui est toujours chouette, qui est réservé aux membres du réseau, pour échanger. Et puis, on aura aussi le colloque de fin d'année qui aura probablement lieu en novembre ou en décembre, où on parlera des interactions entre les acteurs de terrain et le monde de la recherche. Un vrai sujet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également participer à l'élaboration du programme, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous partage le lien dans le chat. Merci d'y répondre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Nous, c'est bon, on peut raccrocher ou il y a des choses à voir? Vous pouvez raccrocher si vous souhaitez. Au Merci revoir. beaucoup, bonne Merci de soirée. votre Merci à vous. disponibilité et de vos expertises partagées. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.